Bonjour et bienvenue à ce webinaire de rédaction finale sur la prise en compte des émissions indirectes dans les collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question de comment est pris en compte le scope 3 par les territoires et quelles mesures pouvons-nous proposer pour aider et inciter les territoires à mieux prendre en compte ces émissions indirectes. Alors, avant toute chose, on va essayer de clarifier un petit peu la terminologie, c'est pas du tout évident. Donc, on parle de scope, on parle d'échelle, on va essayer de voir tout ça ensemble. Alors, donc, du coup, dans quel contexte nous situons-nous Pour quantifier ces émissions de gaz à effet de serre, une collectivité dispose de deux échelles. Nous allons nous concentrer sur la première, qui est l'échelle du patrimoine et des compétences, c'est-à-dire le patrimoine bâti propre de la collectivité et l'exercice de ses compétences. Par exemple, un conseil départemental a des compétences en matière de collège, de questions sociales, etc. Au sein de cette échelle, patrimoine et compétences, on retrouve les trois scopes dont on a déjà parlé dans les webinaires précédents dans les climat. Le scope 1, qui concerne tout ce qui est chauffage, enfin les émissions directes, donc le chauffage au fioul des bâtiments, le carburant de toutes les voitures de service, par exemple. Le scope 2, qui représente les émissions de CO2, l'électricité pour les bâtiments, des réseaux de chaleur, l'émission de gaz à effet de serre, largement. Et enfin, le scope 3, plus difficile à appréhender, qui représente toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à la fourniture de la collectivité. Donc, les achats de papier, par exemple, mais aussi l'alimentation dans les cantines, les produits de nettoyage, les émissions directes à la consommation dans le cadre du patrimoine et compétences de la collectivité. Pour un territoire, il y a une deuxième échelle. C'est un peu la particularité du contexte territorial, qu'on appelle l'échelle du territoire. Donc là, c'est les territoires au sens géographique, donc avec l'ensemble des activités exercées par l'ensemble des acteurs sur le périmètre géographique du territoire. Et on peut à nouveau appliquer les trois scopes à cette échelle-là. Le scope 1, du coup, ça représente les émissions de GES et le carburant des véhicules qui circulent sur le territoire, vous et moi qui traversons le territoire. Le scope 2, c'est la production d'électricité qui est générée en dehors du territoire, produite ailleurs, mais qui est en lien avec les activités du territoire. Et le scope 3, du coup, ce sera l'ensemble des émissions induites par les acteurs du territoire. Vous et moi, quand nous consommons, nos choix de consommation impactent aussi le bilan des GES de l'ensemble du territoire. Donc, suite à cette petite clarification de terminologie, juste un petit rappel de ce qu'il est obligatoire de faire pour les collectivités territoriales. Pour rappel, le bilan des émissions de gaz à effet de serre est obligatoire pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Par contre, il est obligatoire à l'échelle patrimoine et compétences uniquement, et uniquement les scopes 1 et 2. Le scope 3 reste facultatif, même s'il est très recommandé. Il existe trois méthodes pour le réaliser. Une méthode dite inventaire, qui est la méthode assez simple, qui consiste à comptabiliser les émissions directes du scope 1 sur les deux échelles, territoire, patrimoine et compétences. La méthode globale, qui met en compte l'ensemble des émissions du territoire et de la collectivité. À nouveau, on peut être sur les deux échelles, qu'elles soient émises du coup sur le territoire ou en dehors, et donc là on est du coup sur les trois scopes. La méthode réglementaire, elle, étant sur patrimoine et compétences, le scope 1 et 2 uniquement. Dans le cadre du passage des plans climat au plan climat air énergie territoriaux, depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l'exercice du plan climat devient obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Ce qui implique du coup que maintenant on définit un plan d'action diagnostic à l'échelle du territoire et plus uniquement du patrimoine et des compétences. Les scopes 1 et 2 restent obligatoires. Par contre, les scopes 3, bien que vivement recommandés, ne sont toujours pas obligatoires. Voilà un petit peu pour où on est aujourd'hui. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été interroger 4 territoires
en France de tailles différentes qui, eux, ont réalisé le calcul du scope 3, que ce soit dans leur bilan carbone ou dans leur diagnostic de plan climat. Et on a été les interroger notamment sur pourquoi ils avaient fait le choix du scope 3, qu'est-ce que ça leur avait apporté et en quoi ça leur avait permis de mettre en place des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on va vous présenter ici rapidement, c'est le résultat de cette petite enquête téléphonique. Et puis, du coup, les mesures que ça nous a permis de préconiser pour faciliter la prise en compte du scope 3 dans les territoires. Du coup, qu'est-ce qu'on a en termes de constat? Tout d'abord, écoutez, on a en fait finalement, on se rend compte que le scope 3 lorsqu'il est calculé, il est très souvent oublié. Alors c'est un petit peu grossier de dire ça, mais les émissions indirectes calculées sont souvent rangées dans un diagnostic, soit de bilan de carbone, soit de plan climat. Et c'est pas forcément ce calcul qui a incité au passage à l'action. Ce qui ne veut pas dire que les territoires ne sont pas passés à l'action, on verra plus tard. En réalité, à la question qu'on a posée au territoire le fait de prendre en compte le scope 3 dans le calcul a-t-il favorisé l'adoption de mesures, on a eu une réponse par la négative systématique. Les émissions indirectes ne sont pas mises en avant comme telles, elles ne font pas l'objet d'une priorisation dans la stratégie des territoires. Elles ne sont pas lisibles et visibles directement dans les plans d'action. Donc ça, c'est ce qu'on a un peu pu constater. C'est vrai que, par exemple, si vous avez déjà fait un plan climat, on retrouve souvent assez facilement la distinction entre atténuation et adaptation, ce qu'on n'a pas du tout sur la question des émissions directes ou indirectes. On est sur un sujet qui est en fait assez difficilement visible, même parfois pour les chargés de mission plan climat. C'est une notion qui est un petit peu compliquée et une notion qui n'est pas du tout utilisée pour parler avec les interlocuteurs des chargés de mission, donc les élus, les services, les acteurs du territoire ou le grand public. On préfère parler des émissions indirectes en abordant directement les thématiques, donc très souvent l'alimentation ou les achats, et sensibiliser directement par la thématique plutôt que de parler de scope ou d'émissions indirectes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme constat? C'est que voilà, pour autant, même si les territoires nous disent que c'est pas la comptabilisation qui leur a permis de mettre en place des actions, parce qu'au final, la comptabilisation avait été faite par opportunité, parce que proposée par une méthodologie d'un bureau d'études, parce que ça semblait évident de le faire, mais sans que pour autant ça déclenche une envie affichée de travailler sur des émissions directes. Les territoires ont quand même pas mal d'actions qui portent là-dessus. Notamment par exemple sur l'alimentation, donc il y a pas mal d'actions sur le gaspillage alimentaire dans les cantines, sur le développement des circuits courts, la diminution des importations alimentaires. Le travail de diminution à la source des déchets permet aussi de réduire les émissions indirectes. Tout ce qui est politique d'achat de véhicules électriques, des actions sur les déplacements domicile-travail permettent aussi de réduire les émissions du scope 3. Travailler à développer la construction bois, réduire l'impact carbone de tous les matériaux du bâtiment, c'est aussi des actions sur le scope 3. Tout comme, enfin, le fait de travailler sur la commande publique, avec ce qu'on peut voir régulièrement, comme mise en place de guides pour les achats publics durables, des critères d'achat dans les notes finales des territoires, des notes finales, des marchés publics que passent les territoires. Voilà, donc toutes ces actions existent. Par contre, ce qui nous a été signalé, c'est que voilà, c'était pas pour ça, c'était pas parce qu'il y avait eu cette comptabilisation qu'il y avait eu cette mise en place d'actions. Ces actions sont évidentes à mettre en œuvre pour pouvoir agir. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir comptabilisé le scope 3 qui nous a fait avancer. L'autre difficulté est surtout liée à la méthodologie. En fait, pour les territoires interrogés, en tout cas, l'exercice de quantification en soi, c'est déjà un exercice relativement lourd et chronophage. Effectivement, il y a une difficulté à avoir une réplicabilité de la méthodologie sur le scope 3, parce que la donnée est très compliquée d'accès. Il y a assez peu d'acteurs, comme les observatoires par exemple, qui proposent des accès aux données sur le scope 3. Et les données sont un peu imprécises ou complexes et peuvent varier d'une année à l'autre. Donc il est assez difficile de connaître tous les flux de GES et ASA. La mise à jour de ces données est elle aussi chronophage, voire quasiment impossible,
certaines données qui ne sont pas forcément mises à jour ou qui ont besoin d'être calculées avec un calcul très approfondi et précis que tout le monde n'a pas forcément le temps de faire. Et puis à nouveau, sur les émissions indirectes, c'est compliqué de mesurer l'atteinte des objectifs par les territoires. Donc en ça, c'est un peu compliqué de travailler dessus puisqu'on a du mal à fixer des indicateurs de réussite de la démarche. Pour autant, on note clairement une préférence pour le passage à l'action des territoires, donc ça ne les empêche pas du tout de travailler. Et puis un contexte qui évolue aussi parce que le passage du plan climat PCET au plan climat air énergie territoriale incite les territoires à réviser leur plan climat, à revoir l'intégralité de leurs calculs et du coup à mettre à jour aussi leurs données et pourquoi pas à passer sur le prise en compte du scope 3. La donnée est, elle, de plus en plus accessible. Les agences sur la qualité de l'air ou les observatoires sont en train de monter en compétences et de développer des outils et des méthodes de comptabilisation pour le scope 3. Donc ça permet aux territoires de se dire qu'ils vont appréhender la démarche scope 3 par petits bouts. Donc, il y a une approche thématique, par exemple un an sur l'alimentation, un an sur les achats, etc. Et enfin, on a des thèmes qui deviennent prédominants dans le débat public, comme la question de l'alimentation, qui implique de calculer forcément scope 3 pour avoir de la donnée sur les émissions de GES de ce secteur. Donc on peut espérer que le sujet prenne de l'ampleur au sein des territoires. Alors, et du coup, je pense qu'on va passer à la partie préconisation, pour aller rapidement. Suite aux échanges que nous avons eus avec les territoires, en matière de préconisation, il y a d'abord un besoin d'amélioration de la connaissance qui me paraît assez clair. On pourrait par exemple tout d'abord proposer des retours d'expérience qui montrent, eux, le fléchage des émissions indirectes. Donc ça pourrait être montrer comment les territoires ont travaillé sur le poids des émissions indirectes dans leur diagnostic. Par exemple, ça pourrait se faire lors de la mise à jour de l'Observatoire des plans climat de l'ADEME, par exemple, en fléchant les actions des émissions indirectes. Mais aujourd'hui, par exemple, on n'a pas forcément toujours une visibilité très claire de quel scope a été pris en compte et sur quelles échelles dans la mise à disposition des fiches actions des territoires. On pourrait aussi diffuser des témoignages de territoires qui ont vu une plus-value à prendre en compte le scope 3, diffuser des retours d'expérience, etc., etc. En matière de formation, effectivement, on pourrait déjà clarifier la terminologie pour les charges d'émission du plan climat et surtout viser en fait des formations aux acheteurs donc, qui travaillent dans les collectivités territoriales. Car pour eux, c'est pas forcément évident, il y a une crainte de la part de ces services de voir un cahier des charges attaqué, la question de la faisabilité juridique des critères carbone de marché se pose assez régulièrement. Et là, du coup, ce serait plutôt en passant par des structures comme le CNFPT qui forment ces acheteurs-là. En matière de méthodologie, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment intéressant d'avoir un dispositif qui permette de visualiser vraiment lorsqu'une action relève des émissions indirectes ou non. Ça permettrait vraiment de mieux appréhender le sujet. Il y a des méthodologies qui se développent. On en parlait avec des agences sur la qualité de l'air qui travaillent dessus ou des observatoires. Il y a aussi par exemple cet exemple qui est sur le PowerPoint d'une méthodologie qui a été faite en région Hauts-de-France et qui permet aux territoires de calculer leurs émissions indirectes de manière relativement aisée, donc qui pourrait être un peu plus développée aussi. Et puis toute la question en fait des outils relativement simples et dirigés vers l'action, c'est le cas par exemple du Grand Lyon qui a choisi d'avoir une sorte de calcul de carbone mise en place auprès de son traiteur, donc pour les repas, les réunions, etc. au sein du Grand Lyon. L'outil calcule directement l'empreinte carbone d'un repas et le résultat est affiché par le traiteur. Ça permet de sensibiliser l'ensemble des services et le traiteur par ailleurs à l'impact des émissions indirectes. Donc ça pourrait aussi être intéressant. Enfin, c'est pas sur le PowerPoint, mais on pourrait aussi inciter des réseaux de territoires ambitieux, comme la Convention des maires, le C40 ou autres, à aborder les enjeux des émissions indirectes.
C'est des sujets sur lesquels les élus sont relativement sensibles. Ça sera certainement l'un des principaux vecteurs de portage et de développement du sujet dans les territoires. Voilà, j'espère que c'était clair. Car l'idée, c'est que ce soit synthétique, et j'espère que ça l'a été. Et que vous avez compris, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez